dans le complexe processus de paix ivoirien et que seul le désarmement des rebelles reste l'obstacle à la sortie de crise. Le rapport s'empressera de préciser qu'en cas de non-désarmement, tout reste favorable à Ouattara, du fait notamment d'une liste électorale truffée d'étrangers venus des pays voisins, le Burkina, le Mali et la Guinée, exactement comme cela avait été demandé à la SAGEM, la structure française chargée de son élaboration. Comment alors amener Gbagbo à aller aux élections sans le désarmement des rebelles et à la fois éviter la contestation des résultats par Bédier ? Pour résoudre cette équation aux paramètres multiples, le président français optera pour la pression psychologique sur Laurent Gbagbo et, plus tard, pour la stratégie de l'amadouement. Le chef de l'État ivoirien est alors dépeint comme le seul obstacle à l'élection présidentielle. Sarkozy ne ratera plus la moindre occasion de fustiger le manque de volonté de ce dernier. Les médias français dénonceront son refus d'aller aux élections. Paris exigera une date définitive des élections. Au Quai d'Orsay, Stéphane Gompertz et Laurent Bigot, tous chargés de la crise ivoirienne, proposent de faire miroiter à Gbagbo une victoire inéluctable à l'élection présidentielle afin de l'inciter à aller à des élections sans le désarmement. Dans la foulée, Total décroche un permis d'exploitation pétrolière dans le pays. Des missions de bons offices se multiplient à Abidjan. Claude Guéant s'y rend. La France dit ne soutenir aucun candidat. Mais Paris ne s'encombre plus de fioritures diplomatiques et affirme d'avance Laurent Gbagbo devrait normalement gagner l'élection. Le tout appuyé par des sondages trompeurs. Il faut absolument, au sortir de la présidentielle, mijote Paris, casser du Gbagbo, un homme pas très digne de confiance selon l'Occident, bien sûr, au sens france-africain du terme. Ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, on pourrait dire que c'est peut-être l'incroyable désinformation sur l'Afrique que j'ai découvert au fil du temps. C'est la façon dont en Occident et particulièrement à l'endroit où je suis, c'est-à-dire la France, la façon de regarder l'Afrique, qui est une façon, on regarde l'Afrique par le petit bout de la lorgnette. C'est aussi au fond, on s'intéresse à l'Afrique et encore pas toujours quand il y a des centaines de milliers de morts, mais c'est une connaissance qui reste encore marquée d'exotisme, marquée souvent de racisme inconscient. Donc au fond, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, qui sera peut-être le dernier, c'est essayer d'avoir une vision plus complexe de l'Afrique, une vision qui n'est pas une vision morale, parce que je pense que la morale n'est pas une bonne grille de lecture, parce que ce que je disais tout à l'heure, la vision morale, au fond, c'est une tentative inconsciente de reprendre la main. C'est-à-dire de se repositionner comme au temps des colonies, c'est-à-dire où c'est encore de Paris où on décide ce qu'il y a de bien n'est pas bien, ce qui est légitime, ce qui n'est pas légitime. Et donc et je suis sûr que les gens qui font ça n'en ont probablement, la plupart en ont pas conscience, mais c'est un néocolonialisme. L'introduction ou la vision morale est au fond une forme de colonialisme, voire de néocolonialisme. Parallèlement, du côté de l'hôtel Sebroco à Abidjan, sur instruction spéciale de Nicolas Sarkozy, le Coréen Choi est sommé de restructurer ses services. Mamadi Touré, le Chief of Staff, son adjoint, est poussé à la démission et avec lui, des fonctionnaires de l'ONUCI qui ont osé dénoncer la partialité du représentant du secrétaire général de l'ONU dans la crise ivoirienne. Simon Ounzou, le chef de la section des droits de l'homme, tout comme Dieng Ousmane, le chargé de la protection des enfants, poussé plus tard à quitter la Côte d'Ivoire, n'échapperont pas à la colère du patron de la mission onusienne à Abidjan, après un rapport qui fait état du non-respect des droits de l'homme et d'exactions commises contre des enfants, au nord, sous contrôle de la rébellion. Choi fermera même le bureau des droits de l'homme au nord du pays. À
la primature, Guillaume Soro ne peut justifier les raisons du contrat faramineux passé avec Sidi Kanyassi, le patron de la SAGEM, moins encore les coûts d'une élection ivoirienne qui s'élève à $68 par tête d'électeur contre 15 aux États-Unis et $2,50 au Ghana. Interpellé par Choi, le Premier ministre refuse de s'expliquer, évoquant sans plus la raison d'État. Tout comme Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, ne peut dire ce qu'il a fait du budget destiné au matériel et au traitement technique des résultats de la présidentielle ivoirienne. Ban Ki-moon contraint Choi à se taire. L'ONUCI est à bout de souffle. Elle n'a ni la liquidité suffisante, ni la technicité nécessaire pour conduire correctement l'opération électorale. L'ONU, elle non plus, ne peut rattraper les choses, dénonçant déjà une mission qui lui coûte 500 millions de dollars l'an en Côte d'Ivoire. Le décor est désormais planté pour une élection viciée, portant en elle-même les germes de son échec. Initialement choisie, 3 mois avant l'élection pour la distribution du matériel électoral et la collecte des résultats, l'entreprise allemande GTZ déclinera l'offre, dénonçant des retards dans la signature du contrat avec l'ONUCI. Tout comme la société UNOPS, pour les mêmes raisons, ne peut fournir de véhicules de ramassage des urnes. Choi et son équipe font appel à des particuliers propriétaires de véhicules communément appelés Gbaka, ou parfois aux partis politiques eux-mêmes. Conséquence, des urnes et des chauffeurs inconnus, des bulletins fictifs en nombre impressionnant, les militaires de l'ONUCI refusant même de convoyer les urnes à Abobo, Yopougon et Anyama, évoquant des problèmes de sécurité. Les agents électoraux mal formés, seulement 24 heures et non 4 jours comme prévu. Il s'ensuivra un lot de procès-verbaux mal remplis et donc un fort taux de bulletins nuls. À Vridi, dans une commune d'Abidjan, 25% des urnes disparaissent au premier tour de l'élection et réapparaissent, comme par enchantement, au second tour. Fait notable, l'ONUCI travaillera à partir des seuls PV de la primature dirigés par Guillaume Soro, l'ex-patron de la rébellion. L'Union européenne, informée, n'en dira rien. Nicolas Sarkozy adressera une lettre au président de la commission électorale avant d'exiger de Choi qu'au sortir de l'élection, la victoire d'Alassane Ouattara soit proclamée par tous les moyens. Les choses se compliquent pour le Coréen, qui ne possède aucun élément lui permettant de certifier une élection présidentielle manifestement truquée. L'experte en certification, Bernadette Oundekanji, de la mission de l'ONU au Congo, est appelée aux côtés de Choi. Dominique Adjawinu et l'américain Douglas Campos, tous deux experts en certification au siège de l'ONU à New York, arrivent en renfort. Les désirs de Paris et de Washington sont en passe de se réaliser. Le CITS, la principale structure informatique de l'ONUCI, elle, a la charge pour la circonstance d'effectuer tous les calculs de probabilité susceptibles d'offrir la victoire à Ouattara. Devant les tergiversations de Choi, Ban Ki-moon, par visioconférence et en présence d'Ahmed Bakayoko, un proche de Ouattara arrivé quelques minutes plus tôt à l'hôtel Sebroko à bord d'un véhicule blindé de l'ONUCI, menace. Un représentant sur le terrain, ça exécute les ordres. Choi se plie, un résultat est trouvé. Youssouf Bakayoko l'annonce au QG de Ouattara à l'hôtel du Golfe. Le chef de la mission onusienne en Côte d'Ivoire le certifie. Paris s'en fait l'écho. Washington et l'Union européenne le reprennent à leur compte. La CEDEAO et l'Union africaine leur emboîtent le pas. Et Laurent Gbagbo est sommé de rendre le tablier sans autre forme de procès. Les partisans de Gbagbo dénonceront le complot. L'Angola approuvera son refus de quitter le pouvoir. D'autres pays africains, comme l'Afrique du Sud, parleront d'une parodie d'élection. Paris et Washington se disent fortement préoccupés et jouent le pourrissement. L'occasion est toute trouvée pour une intervention militaire massive en Côte d'Ivoire, dans un registre bien connu comme au Darfour et au Rwanda. L'opération turquoise à l'ivoirienne est en marche. L'ONUCI convoie des rebelles à Abidjan avec la consigne secrète de commettre le maximum d'exactions, de tueries jusqu'à atteindre le seuil de l'intolérable. Une rébellion sans visage sévit dans les quartiers d'Abobo, de Koumassi et dans la ville d'Anyama. La presse européenne est pour sa part chargée de la comptabilité quotidienne des morts et trouver un responsable, Laurent Gbagbo. Bref, le territoire ivoirien doit être à feu et à sang. Sarkozy ne réussira pas à arracher l'adhésion du président sud-africain Jacob Zuma à ses velléités d'attaque massive contre la Côte d'Ivoire. Le capitaine de vaisseau Gilles Humeau, commandant du BCP 210 de la marine française, et le secrétaire américain à la défense, Paul Wolfowitz, seront instruits, après un échange entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama, d'organiser l'envoi vers Abidjan, d'ici à la fin de mars, de matériel de guerre de grande portée, susceptible de contenir les soutiens militaires probables des présidents sud-africains et angolais de la Russie et de la Chine à l'armée ivoirienne. Dans
le même temps, Christine Lagarde, ministre française de l'économie et des finances, Ramon Fernandez, directeur du Trésor français, et Rémi Rioux, membre de la direction du Trésor, s'emploient à échafauder tous les scénarios du domaine du possible pour étouffer économiquement Gbagbo. L'ONU s'en trouvera très fortement divisée. Le contingent bangladeshi dénonce l'attitude de l'ONU et veut partir. Le Ghana ne veut seulement aider qu'à une action de paix plutôt qu'à une mission de belligérance et menacera de quitter la mission. Mais avant, le général Amouzou, qui avait rappelé Choi, un mois avant l'élection, pour sa parfaite connaissance du terrain, sera contraint à la démission et au chômage pour avoir manifesté à la France et l'Union européenne son refus face à la décision de l'envoi de la force de l'ECOMOG pour déloger Gbagbo. Nicolas Sarkozy ne lâchera pas du lest, car l'enjeu du contrôle du golfe de Guinée reste sans commune mesure. Paris introduira à l'ONU une nouvelle demande d'envoi en Côte d'Ivoire de 2000 casques bleus supplémentaires pour officiellement renforcer l'effectif existant en vue du contrôle d'une situation potentiellement explosive. La vérité est ailleurs. Paris veut seulement des militaires en remplacement de ceux qui, comme les Ghanéens et les Bangladeshis, refusent de prendre part à la guerre et aux atrocités que préparent Ban Ki-moon, Sarkozy et Obama contre la Côte d'Ivoire au nom de la stratégie de l'hégémonie mondiale américano-européenne. Les économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, caractérisées par le capitalisme d'État, opposé au capitalisme libéral, ont continué leur croissance, alors que celle libérale des pays impérialistes américains et européens entrait en crise et en décadence. Ces facteurs ont été déterminants dans l'élection de Barack Hussein Obama comme premier président noir d'une puissance capitaliste impérialiste, aussi raciste que les États-Unis. Cette élection et l'octroi prématuré du prix Nobel de la paix aux premiers citoyens américains sont au fond une tentative de préserver l'hégémonie sans partage du partenariat stratégique États-Unis-Union européenne en couvrant la façade hideuse de l'agressivité militariste arrogante par le vernis du ramage et du plumage charmeur du souriant Obama, premier président noir au service des intérêts de l'impérialisme américain.